Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Depuis plusieurs années au Québec, on parle du cours éthique et culture religieuse, plus communément appelé ECR. Il est au cœur de nombreuses controverses. Les uns le voient comme un instrument privilégié pour favoriser l'ouverture à la diversité. Les autres s'inquiètent d'un cours qui fait la promotion active ou implicite de l'idéologie multiculturaliste. Mais qu'en est-il véritablement de ce cours? Comment s'est-il installé dans le curriculum? Quels sont ses objectifs? Et comment s'insère-t-il plus largement dans la philosophie qui commande l'école québécoise? Pour en parler, je reçois Joël Quérin, professeur de sociologie au Cégep de Saint-Jérôme, qui a publié au fil du temps de nombreux écrits sur ECR, en plus d'avoir consacré sa thèse de doctorat à l'idéologie pédagogique dominante au Québec. Joël Quérin, bonjour. Bonjour. Alors, question première, très vaste et pourtant essentielle. Quand on parle du cours ECR, alors si on pouvait le décrire, quels sont les objectifs de ce cours? À quoi sert-il? Pourquoi on a le cours ECR dans l'école québécoise? Le cours a été mis en place essentiellement pour s'assurer que les enfants, la prochaine génération, soient plus accommodantes, soient mieux disposés face à l'expression de la diversité religieuse. Et donc, c'est vraiment un mode d'emploi là qui est destiné aux enfants sur comment bien se comporter en présence de la diversité religieuse. Donc, c'est absolument pas un cours de culture religieuse au sens où on pourrait s'y attendre, étant donné le titre du cours. C'est vraiment un cours qui a des objectifs de transformation sociale, d'endoctrinement des jeunes, beaucoup plus que de transmission des connaissances. Alors, c'est un cours qui apparaît dans l'histoire du Québec pour remplacer. Théoriquement, si le commun des mortels qui se penche sur la question sans être familier, il a l'impression qu'on a remplacé le cours de religion, de catéchèse, comme on disait autrefois, et ou de morale, on l'a remplacé par ça. Comment il apparaît dans l'histoire de l'école au Québec? Comment ce cours-là apparaît-il? Comment devient-il une évidence? Comment s'implante-t-il? Tout ça a commencé en 1999 avec le rapport Proulx sur la place de la religion à l'école. Donc ça, c'était un rapport très volumineux là, qui a été remis au gouvernement sur quelle place la religion devait prendre à l'école. Et à ce moment-là, donc on avait déjà indiqué que le régime d'option entre l'enseignement moral et l'enseignement religieux catholique ou protestant qui avait lieu auparavant devait cesser puisqu'il était discriminatoire. Hein. On favorisait les catholiques et les protestants par rapport aux autres religions. Et là, dans ce rapport-là, on avait examiné quelles étaient les autres options qui s'offraient pour accorder une autre place à la religion à l'école. Et on avait écarté d'entrée de jeu l'idée de ne pas enseigner la religion du tout parce qu'on disait que ça ne permettrait pas aux élèves d'acquérir les bonnes dispositions pour le vivre ensemble et l'ouverture à l'autre. Et bon, on connaît tout le jargon. Et donc, dès ce moment-là, la proposition qui avait été faite dans ce rapport, c'était de mettre en place un cours d'éthique et culture religieuse qui aurait pour objectif justement d'amener ces dispositions d'esprit, ces attitudes et ces comportements de la part des enfants. Donc, c'est là qu'on le voit apparaître pour la première fois. Et après ça, il y a une série d'autres documents qui ont été déposés au ministère de l'Éducation, autant du Comité sur les affaires religieuses du ministère de l'Éducation, où à chaque fois on plaidait en faveur du cours, toujours avec les mêmes arguments, de dire que face à la diversité religieuse, il fallait apprendre aux enfants comment se comporter, s'assurer donc du vivre ensemble et tout ça. Et il y a eu toutes sortes de commissions qui ont été mises sur pied, surtout à partir de 2006, dans la foulée de la crise des accommodements raisonnables, où là on a mis en place toutes sortes de comités. Le gouvernement Charest, à l'époque, était bien embêté par la question des accommodements. Alors, que fait un gouvernement quand il est embêté par une question politique? Il crée un comité. Donc, il y a eu des comités. Il y a eu le comité Fleury sur l'accommodement raisonnable à l'école. Et il y a eu, évidemment, la commission Bouchard-Taylor sur la question des accommodements en général. Et dans les deux cas, la recommandation qui a été faite au gouvernement, c'était de mettre en place le plus rapidement possible le cours d'éthique et culture religieuse pour justement s'assurer que les enfants, la génération future, n'aient pas les mêmes réactions que la population actuelle face aux demandes d'accommodement religieux et que tout le monde s'entende sur la gestion du pluralisme et que ces débats-là, dans le fond, seraient terminés le jour où tout le monde serait passé par le cours d'éthique et culture religieuse. Donc, ça a été mis en place en 2008 au terme de ce long processus de près de 10 ans, finalement. Oui, parce que c'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on étudie le cours ECR, lorsqu'on s'y penche. On lui prête souvent une fonction politique
politique explicite. Je pense par exemple, vous l'avez mentionné, au rapport Bouchard-Taylor, où on dit qu'il faut implanter le plus rapidement possible le CR pour éviter justement que ne se reproduise une crise semblable. Gérard Bouchard lui-même avait répété la chose dans certains témoignages publics. De la même manière, Georges Leroux, qui est un des principaux théoriciens, un des principaux philosophes associés au cours ECR, avait soutenu de mémoire que devant la question du Kirpan, par exemple, où l'immense majorité de la population s'opposait au jugement de la Cour suprême sur le Kirpan, eh bien, il était nécessaire d'implanter ECR pour que les nouvelles générations comprennent le caractère éclairé finalement de la décision de la Cour suprême qui permettait de penser la démocratie à l'heure de la diversité et des droits. Donc, je pense pas, j'ai pas les termes exacts, mais je crois rendre compte correctement de l'idée qui était dans le livre de Leroux. Alors, la question que je pose, c'est, on est devant un cours explicitement politique, j'entends. C'est-à-dire, on est devant un cours qui a des objectifs politiques et idéologiques déclarés, ou, parce que j'ai l'impression, quand on regarde ce débat-là, d'un côté, ces objectifs sont affichés à certains moments, et à d'autres moments, on accuse de paranoïa politique ou de paranoïa idéologique ceux qui reprochent au cours d'avoir une dimension idéologique et politique. Éclairez-moi sur tout cela. Mais les objectifs sont clairement politiques, mais c'est sûr que dans le programme, on enrobe ça dans du vocabulaire vertueux. Alors, dans le programme ministériel, on parle d'ouverture à l'autre, on parle de reconnaissance de l'autre, on parle du bien commun, mais c'est difficile d'être contre la tarte aux pommes. Mais après ça, quand effectivement, on va voir les écrits de ceux qui ont pensé le cours et de ceux qui l'ont défendu, de ceux qui ont travaillé à son élaboration, ben là, on comprend ce que ça signifie. Et effectivement, Georges Leroux, dans son ouvrage, donc, à la défense du programme, publié en 2007, donc juste avant son implantation, dit effectivement que on peut comprendre sans l'approuver, mentionne-t-il, la réaction des gens, donc suite au jugement Multani qui autorisait un petit garçon à porter le kirpan à l'école, mais il dit il faut surtout penser une éducation qui va mener justement tout le monde à bien comprendre la décision de la Cour suprême et à l'intégrer à sa conception de la vie en commun. Et il dit c'est à cette tâche qui est appelé le nouveau programme d'éthique et culture religieuse dans l'école publique du Québec. Donc, c'est clairement l'objectif qui est visé à ce moment-là, quand il l'écrit en 2007. Et Georges Leroux, donc, a publié un deuxième livre, toujours sur le cours éthique et culture religieuse en 2007, donc plus récemment. Et il réitère cette idée selon laquelle ce sont les objectifs politiques qui priment. Et je me permets de le citer, il dit « Il existe certes des raisons purement culturelles, anthropologiques de s'intéresser aux phénomènes religieux, mais ce sont les finalités sociales et politiques du programme qui prévalent. » Donc, je pense que ça pourrait pas être plus explicite. Et lorsqu'on répond, par exemple, à Georges Leroux ou à d'autres que que le cours a une dimension donc idéologique et politique, corrigez-moi, mais la réponse est à peu près la suivante. Mais quel mal y a-t-il à enseigner la démocratie? Effectivement, puisque au lieu de parler de multiculturalisme, au lieu de parler d'accommodement raisonnable, on parle de pluralisme. Et effectivement, on dit le pluralisme, c'est inscrit dans les chartes, c'est les droits et libertés inscrits dans les chartes, donc des droits et libertés. Et donc ça, c'est à la base de notre démocratie. Donc comment peut-on s'opposer à l'enseignement des fondements de la démocratie. Alors, c'est assez habile comme stratégie argumentaire. Donc, si je comprends bien, pour bien s'aventurer dans l'univers de CR, on doit comprendre que chaque définition, je ne dirais pas est piégée, le terme est trop marqué, mais chaque définition est des mots qui nous sont communs, démocratie, droit, liberté. Les mots sont très chargés idéologiquement. C'est-à-dire, autrement dit, il faut décrypter ce langage qui est enrobé de jargon pédagogique. Oui, c'est pour ça qu'il faut aller au-delà du programme, parce qu'effectivement, le programme est assez nébuleux. C'est du jargon pédagogique, effectivement. On parle des deux objectifs du cours, donc poursuite du bien commun, reconnaissance de l'autre. On parle des 3 compétences, donc l'éthique, la culture religieuse et le dialogue. On dit le dialogue amène à l'adoption d'attitudes et de comportements favorables au vivre ensemble. Enfin, encore une fois, comment peut-on être contre le vivre ensemble? Mais il faut aller voir, dans le fond, les écrits de ceux qui ont travaillé à la conception du cours pour voir qu'est-ce qu'ils entendent par vivre ensemble, qu'est-ce qu'ils entendent par dialogue, qu'est-ce qu'ils entendent par reconnaissance de l'autre. La reconnaissance de l'autre, pour Georges Leroux en particulier, c'est le respect absolu de toute position religieuse. Donc, c'est l'impossibilité de critiquer toute valeur, tout comportement qui a une origine religieuse. Donc, c'est l'abolition de l'esprit critique au nom de la reconnaissance de l'autre.
Alors, dans le même esprit, je me souviens, pour vous avoir lu dans votre étude sur ECR qu'on avait en d'autres temps, transparent, j'avais eu le plaisir de travailler sur ça avec vous, vous nous disiez l'évaluation dans ECR, c'est pas une évaluation de connaissances en termes classiques, c'est-à-dire on n'évalue pas une somme de connaissances acquises. Il y avait même une critique de la culture dite encyclopédique dans le rapport aux faits religieux. Donc, l'évaluation dans le cours ECR, c'est davantage l'évaluation de comportement, si je comprends bien, l'évaluation de comportement par rapport à la diversité. Donc, c'est une forme d'évaluation de comportement par rapport à la conformité à l'idéologie multiculturaliste. Absolument, et tout ça s'inscrit évidemment dans l'approche par compétence. Moi, c'est en étudiant le cours ECR que j'ai découvert l'approche par compétence et donc que j'ai découvert le discours pédagogique d'aujourd'hui. Et effectivement, les compétences, a priori, on peut penser que ce sont des compétences d'ordre intellectuel. Donc, la résolution de problèmes en mathématiques est une compétence. La lecture en français est une compétence. Voilà, de très belles compétences. Mais quand on s'en va dans des cours plus proches des sciences humaines ou de ce qu'on appelle l'univers social dans nos écoles primaires et secondaires, mais là, on se rend compte effectivement que ce sont beaucoup des compétences, non pas d'ordre intellectuel, mais d'ordre idéologique. Et c'est le cas en particulier dans le cours ECR. Et donc, la compétence centrale du programme, qui est la compétence liée à la pratique du dialogue, mais effectivement, elle est entièrement orientée autour d'attitudes et de comportements. Et puisque, effectivement, non seulement les programmes sont formulés d'après l'approche par compétence, les connaissances, non seulement elles ne sont plus centrales, mais elles sont maintenant en annexe. Alors ça, c'est formidable dans le programme. On lit le programme, on voit, on entend parler des compétences, on entend parler des deux objectifs du cours et tout ça. Et c'est seulement une fois que le programme est terminé, en annexe, que là, on voit des thèmes. Et pour chacun des thèmes, il y a des exemples indicatifs qui sont fournis aux enseignants et donc dans lesquels ils peuvent piger, sélectionner les connaissances qui leur apparaissent pertinentes pour le développement des compétences. Donc, il faut bien voir que les connaissances, elles sont optionnelles, elles sont interchangeables et elles doivent impérativement être au service des compétences qui sont effectivement en termes d'attitude et de comportement. Et puisqu'il y a donc le programme structuré par compétences, l'évaluation se fait par compétences. Et donc, dans les bulletins, moi, j'ai un enfant qui va à l'école primaire et donc, dans son bulletin, ce que je vois, c'est les notes qu'il obtient pour chacune des compétences. Donc, ils sont évalués là-dessus et non pas sur les connaissances. Alors, je pose une question un peu facile, mais vous m'expliquerez en quoi je me trompe ou si j'ai raison. Donc, imaginons un jeune qui fait, je pense, au primaire, au secondaire, on lui présente des cas d'accommodement raisonnables, soit devant le voile, le kirpan, ou d'autres qu'on puisse imaginer. Les exemples sont nombreux, les religions sont diverses. Un jeune qui refuserait en tant que tel, dans la discussion en classe, l'idée de l'ouverture aux accommodements, qui condamnerait pour une raison ou pour une autre les accommodements comme le font beaucoup de Québécois, faut quand même le dire. Est-ce qu'il risquerait d'avoir une mauvaise note parce qu'il s'est prononcé contre les accommodements? Absolument, puisque ça irait à l'encontre de la reconnaissance de l'autre, qui est l'une des deux grandes finalités du programme. Donc, effectivement, chaque enfant est libre d'exprimer ses propres convictions religieuses. Et donc, là-dessus, il y a une liberté pour une certaine liberté d'expression pour l'enfant pour ce qui est de l'expression de ses propres convictions religieuses. Mais pour ce qui est de la vision de la vie en commun et de l'expression du religieux, là, il y a vraiment des objectifs clairs du programme qui sont indiqués et l'enfant doit s'y conformer. Pour ce qui est des accommodements, je pense pas qu'au primaire, on demande dès le primaire de résoudre des situations d'accommodement. Il faut voir que c'est très subtil. Tout ça se fait pendant 10 ans. Donc, c'est une sensibilisation progressive qui se fait tout au long du primaire et du secondaire, à l'exception de la 3e secondaire. Et donc, tranquillement, on inculque aux élèves l'idée que les religions, c'est important. C'est une part essentielle de l'identité de chacun et on met beaucoup l'accent d'ailleurs sur les pratiques vestimentaires et alimentaires liées aux religions, donc tout ce qui fait l'objet d'accommodement finalement. On leur dit c'est une prescription religieuse, ils doivent s'y conformer, c'est important pour eux. Alors tranquillement, on les amène à l'idée qu'il est absolument impensable d'empêcher en tout temps, en tout lieu, dans toutes circonstances, de faire entrave à cette pratique religieuse. Et donc, nécessairement, rendu à la fin du secondaire, quand ils vont être confrontés à la question précise des accommodements religieux, puisque c'est au secondaire que ce thème-là arrive, mais là, ils auront tout compris. Et je me permets de citer le programme pour montrer à quel point tout ça se fait de façon progressive. Les attentes de fin de cycle en culture religieuse. Au premier cycle du primaire, on dit, dans des situations simples, l'élève, nomme des comportements appropriés à l'égard de la diversité.
Ensuite, au deuxième cycle du primaire, on dit il nomme diverses façons de penser, d'être et d'agir et de comportements appropriés à l'égard de la diversité. Au troisième cycle du primaire, l'élève peut dégager des comportements appropriés à l'égard de la diversité. À la fin du premier cycle du secondaire, il démontre une connaissance de certains comportements qui conviennent à l'égard de la diversité. Et au terme du deuxième cycle du secondaire, donc quand il a terminé ses études secondaires, donc terminé son parcours de 10 ans en ECR, il démontre une connaissance approfondie de certains comportements qui conviennent à l'égard de la diversité. Donc, c'est comme ça que ça se fait. On dit pas dès la première année, il faut être accommodant et puis la loi 21, c'est mauvais. Tout ça se fait de façon très progressive pour qu'il ait acquis cette idée-là une fois qu'il a terminé son secondaire. Alors, deux choses. La première, l'enseignement, je dirais, donc, si je comprends bien votre présentation des choses, élément 1, un élève peut être créationniste, par exemple, et ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire, c'est l'expression de sa conviction en tant que telle. Absolument. Mais inversement, s'il se montre réservé envers, au terme du programme, au terme de son parcours, s'il se montre réservé justement envers la logique diversitaire, ça, c'est mal. Exactement. Donc, il y a liberté quant aux croyances religieuses de chacun, mais il doit avoir unanimité. Et cette unanimité doit se construire dans le cadre du dialogue sur les façons de composer collectivement avec la diversité religieuse. Et deuxième élément, et ça, plusieurs l'ont fait remarquer au fil du temps, certains reprochaient au cours ECR d'avoir une vision, en dernière instance, assez limitée des religions. J'entends par là on s'intéresse assez peu à la doctrine, à l'histoire des religions, à leur apparition historique, et on s'intéresse surtout finalement à leur dimension presque folklorique ou leur dimension socialement visible. Donc justement les vêtements, les habitudes alimentaires et ainsi de suite, comme si une forme de réduction, de sacralisation des religions au même moment où on les réduit à certains traits de folklore qu'il faut respecter à tout prix. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Il est surtout question de l'expression du religieux. Donc les élèves doivent être attentifs à l'expression du religieux autour d'eux, qu'ils doivent reconnaître et qu'ils doivent respecter. Et c'est indiqué dans le programme, dans le préambule du programme, qu'il ne s'agit pas de présenter l'histoire des doctrines et des religions. Alors, vous avez raison, non seulement elles n'apparaissent pas dans le programme, non seulement ces connaissances-là n'apparaissent pas dans le programme, mais dès le préambule du programme, on précise que ce n'est pas l'objet du cours. Et donc, c'est le coup de génie, finalement, des créateurs du programme d'avoir appelé ça éthique et culture religieuse, ce qui a fait penser à bien des parents et à bien des Québécois en général qu'il s'agissait d'un réel cours de culture religieuse, ce qui n'est pas le cas. Alors, dans le même esprit, la formule de culture religieuse, elle est effectivement ambiguë. C'est-à-dire qu'on peut croire, effectivement, que pour s'orienter dans le monde qui est le nôtre, avoir des grands éléments de connaissances sur les cultures propres aux différentes religions, qu'il s'agisse de l'islam, du bouddhisme, du catholicisme, du protestantisme ou de sa variante évangélique, c'est certainement pas inutile en tant que tel, qu'on peut croire que ce sont des éléments de connaissance sociale, historique, politique même, qui ne sont pas sans intérêt. Est-ce que malgré tout, malgré la dimension militante, malgré l'orientation idéologique, est-ce que CR transmet néanmoins de telles connaissances? Est-ce qu'autrement dit, malgré son côté orienté, est-ce que CR réussit néanmoins à transmettre un certain bagage culturel, ou alors s'agit-il en fait du fait que chaque enseignant, c'est-à-dire un enseignant met l'accent sur la culture, un autre davantage sur l'idéologie, mais ça relève plus du hasard qu'autre chose. Effectivement, je ne doute pas qu'il y a d'excellents enseignants en éthique et culture religieuse qui ont réussi à bien tirer profit du programme pour vraiment offrir une réelle culture religieuse à leurs élèves. Encore faut-il qu'eux-mêmes aient cette réelle culture religieuse. Et au primaire, je pense pas que ce soit le cas. Ce sont les titulaires qui donnent le cours éthique et culture religieuse. Et ça, c'est quand ils ont le temps de le donner. Parce que, j'ai parlé à plusieurs enseignants du primaire et c'est absolument pas leur priorité. Puis il y a une recherche qui a été publiée en 2017, une recherche qualitative qui a été menée auprès d'enseignants du primaire qui confirme effectivement que c'est absolument pas leur priorité. Et pour l'anecdote, moi, l'année dernière, l'enseignante de mon fils est partie au mois de novembre et il a fallu attendre jusqu'au mois de janvier pour qu'il y ait une remplaçante. Et donc, dans ce chaos, qu'est-ce qui a pris le bord? Éthique et culture religieuse. Il m'a ramené son duotang à la fin de l'année. Il avait fait 3 pages. Donc, je pense pas effectivement qu'au primaire, on puisse offrir une grande culture religieuse dans un contexte comme celui-là. Mais au secondaire, effectivement, ça dépend vraiment de ce que l'enseignant en fait. Mais un enseignant qui se conforme au programme n'offrira pas une grande culture religieuse à ses élèves. Et moi, comme enseignante au collégial, je le constate.
Mes étudiants, donc, ont de très bons sentiments, de très bonnes dispositions vis-à-vis de la diversité religieuse, mais quand on leur demande des questions très, très simples sur certaines religions, ils sont absolument incapables d'y répondre. Ils n'ont jamais entendu parler de la réforme protestante, par exemple. Donc, le cours fonctionne, finalement. C'est-à-dire, il réussit à réformer les mentalités. Quand on disait un peu méchamment, quand on critiquait le cours ECR, qu'il consistait, à défaut de convaincre les adultes, on allait passer par les enfants. Le multiculturalisme ne réussit pas à convaincre les adultes que c'est une idée de génie, mais on va miser sur les enfants pour l'implanter. Dans les faits, le cours réussit à réformer les mentalités. Absolument. Et je le vois dans mes classes. Il y a 2 semaines, j'ai présenté en classe le débat à l'émission Zone franche sur l'encadrement du port de signes religieux. Et je voyais dans les yeux de mes étudiants que c'était la première fois qu'ils entendaient des arguments rationnels en faveur de la loi. On ne leur avait jamais présenté cette question-là comme étant un débat légitime. Et il y en a une qui a candidement levé la main et qui m'a dit « Madame, je ne comprends pas les arguments de ceux qui défendent cette loi-là. » Elle n'avait même pas la capacité de comprendre parce qu'on ne lui avait pas fourni le bagage intellectuel pour arriver à comprendre ce débat. Elle avait toujours interprété les défenseurs de la laïcité comme étant des personnes fermées à l'autre, qui n'avaient pas encore compris, qui étaient ignorantes et tout ça. Et donc, de voir qu'on pouvait être cultivé, instruit et défendre malgré tout la loi 21, ça lui apparaissait comme quelque chose de totalement inédit. Alors, il y a quelque chose dans le cours ECR qui a beaucoup marqué au fil des années, mais on nous expliquait généralement que ça relevait du détail insignifiant. C'était sur les manuels scolaires. Oui. Alors, dans les manuels, je me souviens très bien avoir vu dans certains d'entre eux, par exemple, le niqab, qui était banalisé, normalisé. C'était un signe parmi d'autres d'expression de la diversité. D'ailleurs, ce qui est pas surprenant dans un pays comme le Canada, où depuis les 2015 environ, on a fait du niqab le symbole véritablement à la fois de l'émancipation diversitaire et de l'émancipation féministe, c'est-à-dire la possibilité pour les minorités de ne pas se soumettre à la règle de la majorité et pour les femmes de s'habiller comme elles le veulent, et le niqab devient symbole d'affirmation féminine. Donc le niqab s'est imposé un peu dans la culture politique comme un symbole d'ouverture, paradoxalement, et on l'a vu dans les manuels de CR. Est-ce qu'on peut dire que les manuels sont représentatifs de l'esprit du programme? Est-ce que certains d'entre eux vont vraiment trop loin, pour le dire ainsi? Quand on nous répond « Ah, mais vous inquiétez pas, ce sont quelques manuels, ils ne comptent pas, le cours se définit au-delà de ces manuels où on normalise le niqab », que penser de cette querelle autour des manuels de CR? Mais les manuels ont été étudiés notamment par Nadia El-Mabrouk et Michel Sirois, qui ont fait un travail très, très minutieux d'analyse de ces manuels. Et effectivement, c'est une tendance qui est généralisée. Donc, une représentation stéréotypée des religions où tout le monde non seulement adhère à une religion, ce qui est absolument pas représentatif du Québec. Donc, tout le monde adhère à une religion et tout le monde porte les symboles religieux, donc qui se rapportent à sa religion. Donc cette représentation-là, effectivement, à chaque fois qu'on voit une femme musulmane ou presque, elle porte au minimum un hijab et parfois effectivement un niqab. Et tout ça n'est jamais présenté de façon critique. C'est toujours, voici, c'est par pudeur, c'est par tradition, c'est une façon de s'identifier. Donc, c'est toujours présenté de façon très, très positive. Alors, il y a aucune place pour un discours critique, par exemple, par rapport au port du hijab ou même par rapport au port du niqab. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les manuels scolaires en général. Et ça a un effet très nocif, à mon sens, à la fois sur les élèves des minorités religieuses et sur l'ensemble des élèves. C'est-à-dire que les élèves qui sont dans une famille musulmane, par exemple, mais ils apprennent en éthique et culture religieuse en voyant constamment ces images, parce qu'il faut savoir qu'au primaire, les images, c'est l'essentiel des manuels. Il y a quelques phrases qui accompagnent, mais c'est vraiment les images qui sont les plus parlantes. Et donc, ces élèves-là et ces petites filles-là en particulier reçoivent le message qu'une vraie musulmane porte le voile. Donc, il y a une pression sur les minorités religieuses pour se conformer à l'image qu'on présente d'elles dans ces manuels-là. Pression exercée par l'État. Absolument. Et donc, et une pression sur l'ensemble des élèves pour accepter la présence de tous ces signes religieux.
Dans le même esprit, est-ce qu'on peut dire que CR est un cours qui se montre paradoxalement très sévère envers l'athéisme, comme s'il s'agissait d'une croyance irrecevable? Croyance, c'est une conviction irrecevable. J'entends par là, l'athée conteste en fait, sauf à moins que ce soit une pure conviction personnelle, il va contester l'empreinte du religieux dans la cité, il va s'inquiéter justement de la spiritualisation à outrance de coutumes et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est un reproche qu'on entend souvent, est-ce que l'athéisme est mal servi par ECR? Est-ce que c'est la conviction absente des convictions respectables ou est-ce que cette critique est exagérée? Mais en fait, l'athéisme est très, très peu présent et quand on en parle, effectivement, on en parle comme d'une conviction personnelle, c'est-à-dire croire que Dieu n'existe pas, qui est aussi valable que croire que Dieu existe. Et donc, la critique qu'on retrouve dans l'athéisme bien souvent de la place de la religion dans l'espace public et dans la politique, elle est absente de la présentation de l'athéisme qui, de toute façon, est très peu présent. Alors, j'aimerais vous entendre désormais sur le rapport entre ECR et l'ensemble appelons ça du programme, du curriculum québécois, du programme scolaire, du discours scolaire, du discours pédagogique, parce que vous avez consacré votre thèse de doctorat, une thèse tout à fait remarquable, je me permets de le dire, au discours pédagogique et à son lien avec la conception de la communauté politique. Il y a, me semble-t-il, le cours ECR, on a cru pendant un temps que c'était une forme d'exception idéologique dans un programme qui ne se soumettait pas à cette logique. Et si je comprends bien, fouillant sur cette question, ECR finalement ne tranche pas avec l'ensemble du programme. C'est une manifestation parmi d'autres de l'idéologie pédagogique dominante. Je dirais que c'en est quand même la manifestation la plus aboutie. Mais effectivement, ça s'inscrit dans un cadre plus large. Et en fait, moi, c'est ça, je suis passée par ECR pour découvrir tout le reste finalement. Parce que, donc, quand j'ai étudié le programme ECR et que j'ai découvert, les connaissances sont optionnelles en annexe, c'était une découverte pour moi et je l'ai dénoncé. Et donc, des enseignants sont venus me voir en me disant, mais tout le programme est fait comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie, effectivement, de connaître tout le programme. Alors, effectivement, tout le programme s'inscrit dans cette philosophie selon laquelle les connaissances sont, ennuyantes bien souvent et rapidement obsolètes. Donc, la mission de l'école ne doit pas être de transmettre un bagage de connaissances, doit être plutôt de développer des compétences d'adaptabilité d'abord et avant tout, pour en faire des citoyens du monde qui sont qui peuvent prendre leur place sur le marché du travail en particulier et qui sont interchangeables et qui peuvent se promener partout dans le monde et être à l'aise partout et s'adapter constamment à de nouvelles situations. Donc, le programme, l'ensemble du programme est pensé comme ça, mais c'est sûr qu'il y a des cours où on a réussi beaucoup mieux à sauver les meubles. Donc, en mathématiques, par exemple, effectivement, on a pris l'approche par compétences et on a réussi à en faire quelque chose d'intellectuel, à élaborer des compétences qui sont les habiletés intellectuelles essentielles pour faire des mathématiques. Et on les a rattachées à des connaissances qui sont absolument essentiel au développement de ces compétences-là. Donc, il y a des cours pour lesquels on a effectivement réussi à sauver les meubles et où, finalement, c'est un exercice, j'ai l'impression, qui est assez cosmétique. On a pris les anciens programmes puis on les a traduits dans le vocabulaire qui faisait plaisir au ministère puis finalement, on n'a pas changé grand-chose. Mais dans les sciences sociales, c'est là que le virage a été le plus important et donc on peut penser aux cours d'histoire et éducation à la citoyenneté aussi, où les connaissances historiques sont mises au second plan et toujours au service de la compétence en citoyenneté et d'une vision particulière de la citoyenneté qui n'est plus rattachée à une communauté politique. La citoyenneté, mais c'est chacun qui est un citoyen responsable. Donc, je fais du compost, je suis un citoyen responsable. Alors, c'est vraiment centré sur les gestes individuels de chacun plutôt que sur l'appartenance à une communauté politique et sur les institutions de cette communauté politique qui sont très, très peu enseignées. Alors, dans cet esprit, on dit ECR contribue en fait à la formation d'un citoyen plus éclairé. C'est un peu le discours qui entoure tout cela. Mais citoyen de quel espace politique? Et là, de ce point de vue, l'espace, pour dire national, est plutôt, je dirais pas laissé de côté, mais il n'est pas privilégié comme espace de définition de la communauté politique. Absolument pas. Ce sont des citoyens du monde. Et on est dans une perspective mondiale, mais on est aussi dans une approche très, très individualiste. Donc, c'est les gestes de chacun, c'est les convictions de chacun. Donc, chaque enfant est ramené constamment à parler de lui-même, de ses intérêts, de ce qui l'entoure, de son identité personnelle. Et donc, c'est vraiment le commun qui est évacué de ces programmes-là.
Alors, j'aimerais revenir justement sur la contestation du cours par ceux qui s'inquiétaient justement de la question du commun, pour ceux qui s'inquiétaient aussi de sa dimension idéologique très marquée. L'histoire de CR, c'est l'histoire d'un cours contesté. Oui. Contesté par les parents catholiques, par exemple, qui demandaient une forme de clause d'exemption. C'est-à-dire, comme autrefois, il y avait une clause, il y avait le cours de morale pour se soustraire à l'enseignement catholique. Eh bien, on voulait finalement un cours, une forme d'exemption pour permettre aux catholiques de se dérober d'un enseignement idéologique trop marqué. Il y a eu la contestation par des groupes plus laïques qui s'inquiétaient de cette espèce de survalorisation du religieux dans l'enseignement, des critiques par des éléments plus nationalistes ou républicains qui voyaient là-dedans un cours très donc porté vers le multiculturalisme et la déconstruction de l'identité collective et l'endoctrinement. Est-ce que chacune de ces critiques à sa manière voit juste? Est-ce que certaines ont visé plus justement que d'autres? Est-ce que parmi les différentes critiques de CR, finalement, certaines ont contribué davantage à nous permettre de comprendre ce cours dans le débat public? Mais je pense que dans le contexte actuel de la loi 21, où là, on voit toute la contradiction entre un gouvernement qui décide d'adopter une loi sur la laïcité et qui maintient un cours qui présente toute forme d'interdiction du port de signes religieux comme étant une forme d'intolérance et de fermeture à l'autre. On voit à quel point c'est cette critique-là, je pense, qui est la plus pertinente actuellement. Mais je pense que chacune des critiques a jeté un éclairage pertinent quand même sur le cours. Donc, la critique laïque a montré, des militants laïcs ont montré à quel point un cours qui prétendait mettre fin à l'enseignement religieux à l'école a remplacé la promotion d'une religion par la promotion des religions. La poursuite qui a été tentée par les parents de Drummondville, effectivement, qui voulaient que leur enfant soit soustrait au cours, une forme d'accommodement, a aussi permis, avec le jugement, de montrer quels étaient les objectifs idéologiques du cours et que c'est en s'appuyant sur ces motifs idéologiques qu'on a refusé l'accommodement. Donc, je pense que toutes ces critiques-là ont eu leur pertinence. Et je rappelle l'étude des manuels scolaires qui a été faite par Michel Sirois et Nadia El Mabrouk mérite absolument d'être lue. Ça permet vraiment de comprendre qu'est-ce qui est présenté à nos enfants visuellement et le message qui est envoyé. Donc, toutes ces critiques-là, effectivement, ont permis de mieux comprendre le cours. Alors, on se rapproche justement de cette idée, critiquer ECR, réformer ECR, abolir ECR. Les propositions sont nombreuses. Aux dernières élections, de mémoire, le Parti québécois proposait l'abolition du cours ECR. La CAQ proposait de le réformer en profondeur. On est dans un cours qui cause problème manifestement. Imaginons que vous soyez ministre de l'Éducation pour quelques instants ou pour quelques années, plus encore, et que vous avez ce cours devant vous. Est-ce que c'est un cours qu'il est possible d'abolir demain matin? Si on l'abolit, est-ce qu'on doit le remplacer? Si on le remplace par quoi? Autrement dit, on pourrait souhaiter que ce cours n'ait jamais eu lieu, mais dans la mesure où il est là, comment gérer soit sa réforme, son remplacement ou son abolition? Moi, je suis en faveur de son abolition depuis le début et je pense qu'au primaire, ça peut se faire très facilement et très rapidement, étant donné que le cours est donné par les titulaires. Donc, en ce moment, la titulaire de mon enfant enseigne français, mathématiques et ECR. Si on lui dit demain matin, enlève ECR, je pense qu'elle a amplement de quoi occuper ses élèves avec français et mathématiques. Et ça enlève d'emploi à personne. Donc, au primaire, je pense que ça peut se faire très facilement. C'est sûr qu'au secondaire, c'est donné par des spécialistes. Et donc, il y a des emplois qui sont en jeu. Et les spécialistes en question, bien souvent, puisqu'ils n'enseignent que ça, souvent, ils y croient au cours. Il faut pas oublier que depuis... Oui, il y a un lobby des professeurs de CR assez actif, assez vocal, comme on dit. Absolument, mais on peut y voir des intérêts corporatistes dans la mesure où leurs emplois sont en jeu, mais il y a une réelle conviction. Je veux dire, un enseignant qui décide de dédier sa carrière à ce cours-là, j'espère qu'il y croit minimalement, et il semble y croire minimalement, mais il ne faut pas oublier que depuis plus de 10 ans, les facultés de sciences d'éducation des universités québécoises forment des enseignants en ECR. Et donc, pendant 4 ans, ils vont être formés à l'esprit de ce cours-là, à la didactique de ce cours-là, et donc, on retrouve de plus en plus d'enseignants qui y croient, parce qu'au début, quand ça a été implanté, il y a des anciens enseignants d'enseignement religieux et moral qui ont été convertis en enseignants de CR, mais là, de plus en plus, on voit des enseignants qui ont été formés spécifiquement pour ce cours-là, qui ont choisi ce cours-là et qui comptent bien le défendre. Alors, c'est sûr qu'au secondaire, ça va être une bataille qui va être plus difficile à mener, mais personnellement, je considère que c'est absolument nécessaire. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut cesser complètement de parler de religion à l'école? Absolument pas. Mais ce sont les sciences humaines qui ont développé des connaissances
sur les religions. Et donc, si on enlève le cours éthique et culture religieuse, ben les heures qui vont ainsi être dégagées pourraient être accordées à plus de cours de sciences humaines. Je pense que avoir une plus grande culture générale et culture de sciences humaines pour les élèves, ce serait certainement une bonne idée. Et donc, d'y intégrer des éléments d'histoire des religions, ça pourrait s'intégrer très bien à un cours d'histoire, par exemple, ou à un cours de géographie dans le domaine de l'univers social. Alors, dans cet esprit, une réforme, autrement dit, récupérer la part religieuse, c'est-à-dire culture religieuse, la prendre au sérieux, en fait. Effectivement. La prendre au sérieux et l'intégrer donc en histoire, en littérature, que sais-je, ou en enseignement du français. Donc, mais dans cet esprit, est-ce qu'il y aurait pas une réforme plus large de l'ensemble du curriculum qui serait nécessaire? On disait tantôt qu'un peu partout, cet enseignement par compétences, cet enseignement en histoire qui est assez idéologique aussi d'une manière ou de l'autre, est-ce que d'une certaine manière, le cours ECR n'est pas le révélateur finalement je ne dirais pas le mot dérive, mais d'une espèce d'une dérive alors du système scolaire, et commencer par réparer ou transformer ECR, ça nous amène plus largement à travailler, à refonder l'école dans son ensemble sur une autre philosophie pédagogique qui relèverait peut-être davantage de l'humanisme classique? Oui, je crois qu'il faudrait faire effectivement un retour aux connaissances. Peut-être remettre les annexes au début des programmes serait déjà un bon début. Donc, remettre les connaissances à l'avant-plan. Évidemment, les enrichir, les bonifier. Je pense que ce serait nécessaire, effectivement, dans les cours qui relèvent des sciences humaines, donc dans les cours d'histoire, dans les cours de géographie, dans l'ensemble des cours. Alors, il nous reste à peine 5 minutes. J'aimerais vous entendre à nouveau sur vos étudiants parce que la chose me semble absolument fondamentale. Nous sommes devant les premières cohortes, en fait, d'étudiants qui sont passés par tout le cours ECR, qui ont intériorisé, en fait, ces prescriptions idéologiques. Est-ce que vous croyez que ces jeunes qui ont été, de ce point de vue, qui sont victimes d'un détournement de sens du ministère de l'Éducation, lorsqu'ils sont confrontés à l'existence d'opinions contraires, lorsqu'ils sont confrontés à un discours articulé sur la laïcité ou sur la nation ou sur le multiculturalisme et ainsi de suite, est-ce que vous croyez qu'ils sont capables, eux qui se croient très ouverts d'esprit, croyez-vous qu'ils sont capables d'entendre d'autres arguments que les leurs, ou est-ce que le conditionnement a été tel que toute critique de l'idéologie diversitaire est immédiatement associée au refus de l'autre? J'ai l'impression qu'ils sont surtout déstabilisés. Donc, à partir du moment où, effectivement, ils sont déstabilisés, c'est peut-être une porte ouverte pour essayer d'être capable d'entendre un autre point de vue. Mais est-ce qu'ils sont en mesure, effectivement, de bien comprendre les arguments puis d'être capable d'avoir les références historiques aussi pour comprendre dans quoi tout ça s'inscrit? C'est pas simple, mais j'ose espérer y contribuer dans mes cours notamment. Mais alors, vous évoquiez justement le débat sur la loi 21. Vos étudiants ont suivi ce débat-là peut-être pas avec passion, peut-être que c'était pas leur principale préoccupation, mais ils ont été confrontés à toute une société qui massivement se prononce contre les convictions qui leur ont été transmises d'une manière ou de l'autre, l'espèce de pli idéologique qui leur a été qu'ils ont subi. Mais pour eux, c'est pas le point de vue d'une société, c'est le point de vue des vieux. Ah oui, d'accord. Qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas été sensibilisés, Donc c'est un point de vue résiduel, majoritaire, oui, certes, mais résiduel, qui un jour va disparaître par la simple évolution des sociétés, le mouvement démographique. Tout à fait. Tout à fait. Pour eux, c'est une preuve d'ignorance, et la génération des baby boomers en particulier est présentée comme une génération nombreuse, certes, mais ignorante de la réalité d'aujourd'hui. Et eux, les jeunes, comprennent, et donc on est dans la grande marche du progrès finalement. Alors, un dernier mot sur cette idée de grande marche du progrès. S'il était pas, donc vous avez consacré, je l'ai dit, votre thèse de doctorat au discours pédagogique lié à la conception de la communauté politique, donc largement à ce qu'on pourrait appeler l'idéologie pédagogique dominante. S'il s'agissait de trouver un principe nouveau, qui est peut-être un principe ancien, pour refonder justement l'école, pour refonder, autrement dit, l'école dans une logique non idéologique, non d'endoctrinement, mais une logique plus classique de transmission du savoir. Le principe à partir duquel il nous serait possible de refonder l'école. Est-ce que vous en avez un qui vous vient à l'esprit assez spontanément? Une conception de l'école plus classique? Autrement dit, au nom de quoi pourrait-on restaurer l'école dans sa forme plus traditionnelle ou plus classique? Ben effectivement, l'école
l'école d'instruction, tout simplement. L'école qui transmet un bagage de connaissances, qui transmet une culture commune aussi, parce que l'école, c'est un vecteur de culture, et qui fournit, oui, effectivement, non pas des compétences, mais des habiletés intellectuelles qui s'appuient sur un solide bagage de connaissances et non pas l'inverse. Alors, Joëlle Quérin, je vous remercie infiniment pour votre présence aux Idées mènent le monde et au plaisir j'invite ceux qui ont eu l'occasion de lire, c'est une thèse, c'est quand même lourd, mais d'aller la lire sur le site directement, je crois, de la bibliothèque de l'UQAM. C'est une étude très fine et très fouillée du discours pédagogique dominant. Quoi qu'il en soit, Joëlle Quérin, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup de l'invitation. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.